Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un chapitre introductif à la thermodynamique. Donc, ce chapitre s'intitule Base de la thermodynamique et je vais vous présenter les principales notions qui vont nous servir à construire un édifice de thermodynamique qui est en fait une science vraiment importante puisque vous allez voir que c'est ça qui va expliquer le fonctionnement de beaucoup de machines, certaines avec lesquelles vous êtes très familier, comme les réfrigérateurs par exemple, mais même tous les moteurs thermiques. C'est la thermodynamique qui permet de comprendre leur fonctionnement. Alors, je fais un petit paragraphe d'introduction au départ que vous pourrez relire à tête reposée. Je vous en dis quand même les principaux éléments. Donc la science de la thermodynamique, en fait, elle s'est développée surtout au XIXe siècle. En fait, c'est la première révolution industrielle. Au début, c'était une science expérimentale, avec le développement de techniciens qui construisaient des machines à vapeur, dont les Anglais. Et ces machines à vapeur, eh bien, on les a utilisées ensuite dans l'industrie, et ça a permis un développement industriel tout à fait considérable. Et c'est ce qu'on appelle la première révolution industrielle. Donc voilà, c'est essentiellement les progrès techniques qui ont ensuite amené des progrès théoriques pour comprendre vraiment et optimiser le fonctionnement de ces machines. On a eu besoin de la thermodynamique. Voilà, et la thermodynamique aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus que ça encore. Dès qu'il y a des échanges d'énergie entre systèmes, que ce soit sous forme mécanique, thermique ou un mélange des deux, eh bien, on a besoin de faire appel aux outils de la thermodynamique qui peuvent être assez complexes dès qu'il y a plusieurs modes de transfert d'énergie mis en œuvre. Alors, dans ce cours, on va simplement poser le vocabulaire et puis voir déjà quelques propriétés de systèmes particulièrement simples, dont un très important, vous allez voir plus tard, c'est le gaz parfait, modèle du gaz parfait en thermodynamique, qui est un modèle très universel et qui sert souvent. Alors, on commence avec le paragraphe grand 1, qui est la description d'un système thermodynamique et ce qu'on va appeler les variables d'état. Un petit peu de vocabulaire d'abord. Quand on va parler de système en thermodynamique, eh bien c'est n'importe quel objet physique ou système matériel qui peut échanger ou recevoir, recevoir ou donner de l'énergie. La surface de contrôle, c'est ce qui va délimiter les constituants de ce qu'on va appeler le système, de ce qu'on va appeler le milieu extérieur. Il manque un « et » ici, mais c'est le milieu extérieur. Et donc, on va séparer ça par une surface qui peut être totalement fictive. Elle peut elle peut correspondre à rien de matériel, mais elle permet simplement de délimiter dans l'espace ce qu'on va appeler le système de ce qu'on va appeler le milieu extérieur. Un peu comme en mécanique finalement, où on a besoin d'isoler le système pour bien savoir à quoi on applique les principes, et l'extérieur auquel on n'applique pas le système, mais qui peut agir, donner et changer des choses avec le système. Un système sera dit fermé si aucune molécule ne peut traverser la surface de contrôle. Autrement dit, le contenu du système, en termes moléculaires, restera toujours identique. Et on dit que le système est fermé. Alors ça veut quand même, il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. Il peut recevoir de l'énergie, recevoir et émettre un rayonnement, par exemple. Par contre, il ne peut pas émettre de matière. Et un système est ouvert, si tout simplement il peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. Alors dans la suite, un petit avertissement, on verra que quasiment toutes les lois de thermodynamique qu'on va voir sont écrites pour des systèmes fermés. C'est une hypothèse dont on a besoin et que, on va pouvoir modéliser un système qui a priori est ouvert comme un système fermé quand même. Mais ça, ce sera bien plus tard dans les systèmes en écoulement. Voilà, et enfin un milieu extérieur, donc c'est tout ce qui n'est pas le système. Alors, pour décrire un système en thermodynamique, en fait, c'est pas comme en mécanique. En mécanique, on utilise des modèles simples, mais en thermodynamique, dès qu'on fait de la thermodynamique, on est conscient du caractère discret de la matière. Et donc, il y a vraiment des échelles de description en thermodynamique qui peuvent être extrêmement différentes. La première échelle, c'est ce qu'on appelle l'échelle microscopique. Elle consiste à dire que la matière est constituée de molécules, et donc le physicien, quand il décrit des choses à l'échelle microscopique, il va simplement se demander comment se comportent les molécules individuellement ou éventuellement collectivement, mais en n'en considérant que très peu. Donc c'est vraiment une échelle de description qui est l'échelle de la particule. On s'intéresse essentiellement à ça.
Chaque molécule possède un mouvement propre, une énergie cinétique propre, peut-être même une rotation propre. Hein, voilà, et on va décrire ces grandeurs à l'échelle d'une ou de quelques molécules. Et la taille typique d'une molécule dans un gaz, hein, une particule de gaz, c'est un atome ou une molécule pas trop grosse, c'est le nanomètre. Donc voilà, l'échelle microscopique, c'est une échelle qui, lorsqu'on considère un système constitué de molécules, est l'échelle, le nanomètre. Alors à l'extrême opposé, il y a l'échelle macroscopique. Et là, à l'échelle macroscopique, on ne va plus du tout s'intéresser au caractère discret. On va simplement considérer que le système, c'est un système qui contient un très très grand nombre de molécules, mais qu'on peut quand même décrire avec un nombre de particules, un nombre de degrés de liberté relativement restreint. Par exemple, si je suis en train de décrire un ballon rempli d'un gaz, la première chose que je peux vous dire sur ce gaz, c'est quel volume il occupe, quelle est sa température et quelle est sa pression, ce qu'on va appeler des variables d'état. Ce vocabulaire est important. Et à l'échelle macroscopique, j'ai juste besoin de ça pour connaître finalement l'état du système. Je n'ai pas besoin de savoir ce que fait chaque molécule individuellement. On s'en fiche. De toute façon, il y en a trop. Mais l'échelle macroscopique, en fait, on verra que ça consiste à décrire un système à l'aide de ces variables d'état qui sont obtenues à l'aide d'études statistiques à partir de l'échelle microscopique. On se fiche de savoir ce que fait chaque molécule individuellement, mais par contre, en faisant des moyennes ou des calculs statistiques plus compliqués, on peut mettre en évidence ces grandeurs-là. Et un système à l'échelle macroscopique contient un très grand nombre de molécules. Alors l'ordre de grandeur, c'est le nombre d'Avogadro, hein, donc 10 puissance 23 molécules. Donc il y a vraiment un gouffre entre ces deux échelles. Il y a une échelle un peu intermédiaire qui correspond à rien de très sensible, mais qui est utile pour la modélisation du physicien. C'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Alors c'est une échelle intermédiaire, hein, et en fait, on dit qu'on se place à l'échelle mésoscopique lorsqu'on prend un système qui est très grand devant la taille des constituants élémentaires, donc les molécules, les atomes, etc., mais très petite devant la taille totale du système. Hein, donc je vous donne un petit exemple, et puis après je vous en donnerai un autre. Un petit exemple tout simple, c'est une barre de cuivre qui serait maintenue entre ces deux extrémités, l'une à T1, l'autre à T2. On peut isoler par la pensée une tranche ou une épaisseur élémentaire de cette barre entre x et x plus dx. Même si la température va varier au cours sur le long de la barre, là on a T1, là on a T2, et entre les deux ça va être plus compliqué. Mais si on isole un système suffisamment petit, on va pouvoir considérer que la température, c'est T ici, elle est uniforme. Donc sur ce système-là, je peux quand même définir une température, même si elle n'est pas uniforme à l'échelle du système. Et donc ce système-là, que j'ai considéré, élémentaire, entre x et x plus dx, contient quand même un très 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 grand nombre d'atomes de cuivre. Voilà, donc là c'est un système à l'échelle mésoscopique. Voilà, donc ça j'ai repris exactement ce que j'ai dit. Alors une petite remarque quand même, à l'échelle mésoscopique, ça dépend quand même de la taille du système. Par exemple, si vous faites de la météorologie, pour décrire l'atmosphère, évidemment, vous n'allez pas considérer des cellules mésoscopiques de l'ordre de grandeur du micromètre, parce que vous imaginez le nombre de ces cellules qu'il faudrait pour modéliser l'atmosphère. Donc ça va plutôt être des cellules de la taille, la centaine, la dizaine de mètres ou la centaine de mètres, et on va faire une modélisation avec ça. Voilà. De même, avec la méthode des éléments finis, on va discrétiser d'une manière intelligente, de façon à ce qu'on ait une description assez précise du système. Et dernière chose là-dessus, c'est un peu comme la méthode de l'air en informatique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre un pas suffisamment petit pour que le pas d'intégration soit significatif. Là, c'est un peu pareil. Pour un système, il faut qu'on contienne beaucoup d'atomes, mais que la taille du système soit suffisamment petite pour pouvoir considérer que la température est uniforme. Alors, on aura besoin également en thermodynamique de variables d'état, donc j'en ai un petit peu parlé. C'est ce qui permet de décrire un système à l'échelle macroscopique, à l'échelle, j'allais dire presque humaine, parce que finalement, le nombre d'Avogadro, c'est ce qu'on va pouvoir prendre dans les mains et voir. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc les trois grandeurs qui vont permettre de caractériser un système simple seront le volume,
Ça, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est simplement le volume intérieur au système, délimité par la surface de contrôle. C'est en mètres cubes. La pression, qui est une notion un petit peu plus difficile à comprendre. La pression, elle est définie de la façon suivante. Si vous avez une surface, ici séparant deux milieux, 1 et 2, on va pouvoir définir la pression dans le milieu 1 par la force que le milieu 1 exerce sur cette petite surface. Mais évidemment, la pression, ce n'est pas une force, ce n'est pas la même dimension. Et alors le lien, il est là, hein. La force élémentaire que la matière du milieu 1 va exercer sur cette petite surface va s'écrire la pression dans le milieu 1, au point M, fois ds, où ds est la petite surface élémentaire définie ici, hein. Là c'est un segment, mais c'est parce qu'on a fait une coupe, sinon c'est une surface, fois le vecteur normal à la surface sortant. Alors sortant, ça veut dire de 1 vers 2. Et voilà, ça c'est la force que le milieu 1 exerce sur ça, sur la petite surface. Et donc ça définit la pression du milieu 1. Alors cette surface, eh bien, elle peut être matérielle, hein, ça peut correspondre à une force qui s'applique réellement sur quelque chose, ou bien c'est par la pensée, tout simplement. Si on mettait une surface là, il y aurait une force qui s'exprimerait de la façon suivante. C'est ça qui permet de définir la pression. Alors la pression, ça tout le monde sait que ça s'exprime en pascal, symbole grand P petit a dans le système international. Et pour obtenir une force totale, il y a deux cas à considérer. Il y a un cas très simple où la surface elle est plane et la pression uniforme. Hein, vous considérez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut considérer, une vitre par exemple, hein, une vitre qui est soumise à des forces de pression atmosphérique. Bon là, l'atmosphère a une pression uniforme. La vitre, elle est de surface plane, la pression est la même partout, et donc là simplement la force de pression, c'est la pression fois la surface fois le vecteur normal. Et le vecteur normal, eh bien c'est le même partout puisque la surface est plane, donc voilà, le vecteur normal est le même. Par contre, si la surface est plane, alors ça il y a une coquille, si la surface n'est pas plane, et où la pression n'est pas uniforme, alors dans le cas, le calcul peut être plus complexe, parce qu'il faut faire la somme de toutes les forces de pression. Donc la force totale, ça va être l'intégrale sur une surface, donc en physique ça se note intégrale double, de la pression, en les différents points de la surface, fois le ds, fois n, et n n'est pas toujours le même sur la surface et pas plane. Donc ça, vous l'avez tous vu, hein, notamment le calcul de la force de pression sur un barrage utilise cette formule-là. Alors nous, en physique, on ne va pas trop utiliser cette formule cette année, ça va plutôt être celle-ci, hein. En général, on va se passer dans des hypothèses favorables, mais l'année prochaine, vous allez voir que vous allez avoir à faire ça assez souvent. Donc voilà pour la pression, qui est une grandeur importante. Et enfin, la température, que je ne vais pas détailler, parce que je vais la décrire précisément après, qui va décrire en fait l'énergie cinétique moyenne des molécules. Voilà, la température va être une mesure de l'énergie cinétique. Ça s'exprime en Kelvin dans le système international. Alors ces grandeurs d'état, elles sont vraiment importantes puisque c'est à partir d'elles qu'on va pouvoir vraiment décrire tous les systèmes en thermodynamique. Il y en aura en fait quelques autres, mais ce sont les principales. Alors, en thermodynamique, on a besoin de parler d'équilibre. Alors on l'a fait déjà en mécanique, mais vous allez voir qu'en thermodynamique, ça va un petit peu plus loin. On va très souvent parler de l'équilibre thermodynamique. Alors qu'est-ce que c'est ? D'abord, il y a mécanique, équilibre mécanique. Cette notion-là, on l'a déjà vue, mais en thermodynamique, on va dire qu'un système est en équilibre mécanique avec le milieu extérieur si la surface de contrôle est immobile dans le référentiel d'étude. Voilà. Donc le système, eh bien, il a une surface de contrôle immobile, il n'est pas en train de bouger ou de modifier son volume, il est à l'équilibre mécanique. Alors ça ne veut pas forcément dire que la pression est uniforme, hein, que la pression est la même à l'extérieur et à l'intérieur par exemple, mais quand même ce sera assez souvent le cas. On va voir plusieurs exemples où ce sera le cas. Et en exercice, eh ben, je vous invite à réfléchir à un exemple d'un système thermodynamique en équilibre mécanique, mais pourtant la pression n'est pas la même partout. Et si vous avez un exemple ou plusieurs exemples, n'hésitez pas à me proposer ça et on en discute. Alors le temps que vous discutiez de ça, vous pourrez le faire après, on va pouvoir définir une nouvelle notion d'équilibre qui est l'équilibre thermique. Alors l'équilibre thermique, il apparaît lorsque deux corps à température différente sont mis en contact, et s'il y a un bon conducteur thermique entre les deux, comme ici, il va y avoir un flux thermique. Ce flux thermique, on le verra plus tard, va toujours des corps chauds vers les corps froids.
Et si le conducteur thermique est de bonne qualité, ce flux thermique va être efficace, et après un temps qui peut être plus ou moins long, hein, ça dépend de la qualité du conducteur thermique, eh bien la température devient uniforme dans tout le système. Voilà, alors là on va parler d'équilibre thermique interne, puisque en fait au départ on a un déséquilibre thermique, une température non uniforme, un flux thermique, et à la fin tout le monde est à la même température à l'intérieur du système. Donc là on a atteint ce qu'on appelle une situation d'équilibre thermique. Alors on va différencier l'équilibre thermique interne, où la température est la même en tout point du système, en fait la température est uniforme, et un équilibre thermique avec le milieu extérieur qui peut être différent si jamais la température du système et la température du milieu extérieur sont égales. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre thermique avec le milieu extérieur. Et si ce n'est pas le cas, il y a un déséquilibre thermique avec le milieu extérieur. Alors je vous propose, pour voir si vous commencez à vous représenter physiquement ce que ça veut dire, de décrire concrètement, avec un papier et un crayon, en termes de différence de température et de flux thermique, l'expérience très simple de mettre une casserole pleine d'eau sur une plaque électrique en fonctionnement. Hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on atteint l'équilibre thermique à un moment? Est-ce qu'on ne l'atteint jamais? Voilà, essayez de réfléchir à ça, parce que c'est une expérience, on va dire, assez simple. Dans la suite, on va définir une notion qu'on va retrouver souvent en thermo, les grandeurs intensives et extensives. La définition est simple, une grandeur thermodynamique A est extensive si, lorsqu'on considère deux sous-systèmes, qui peuvent former un système complet, mais deux sous-systèmes sigma 1 et sigma 2, on a la grandeur associée à l'union des deux systèmes qui est égale à la grandeur de sigma 1 plus la grandeur de sigma 2. Alors ça fait un petit peu peur comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle une grandeur additive, mais en physique on dit plutôt extensive. Et en fait, les exemples sont très simples. Vous avez par exemple le volume et la masse, hein, qui sont des grandeurs extensives, et ça c'est facile à comprendre, parce que si vous considérez deux sous-systèmes indépendants, eh bien, le volume total du système constitué de l'union des deux sous-systèmes, c'est le volume du premier système plus le volume du deuxième système. Ça, c'est vraiment très intuitif. Pareil pour la masse. Hein. La masse d'un système, de l'union de deux systèmes, c'est la masse du premier système plus la masse du deuxième système. Voilà. Et une grandeur est dite intensive si, pour un système homogène, sa valeur est indépendante de la taille du système considéré. Autrement dit, on n'a pas du tout ça pour une grandeur intensive. Alors une grandeur intensive, l'exemple le plus simple, c'est la température. La température n'est pas du tout extensive, elle est intensive parce que si vous considérez deux corps à la même température T1 et T2, vous pouvez définir la température de la réunion de ces deux corps, et c'est simplement la température de l'un ou de l'autre, hein, s'ils sont en équilibre interne. Voilà, vous n'allez pas vous amuser à faire la somme des deux températures pour calculer la température de l'ensemble, ça n'aurait aucun sens. Donc ça prouve que la température est intensive. La pression est également intensive, la masse volumique, de la même manière, on ne va pas ajouter la masse volumique de deux masses d'eau pour obtenir la masse volumique de l'ensemble, c'est juste la masse volumique de l'eau. Alors, justement, à propos de la masse volumique, ça permet de faire un petit rappel là-dessus. Donc, j'espère que tout le monde sait que la masse volumique d'un corps, c'est simplement la masse de ce corps divisée par le volume. À noter que ça n'est valable, cette définition, que si le corps est homogène, hein, puisque si la masse volumique n'est pas la même partout, eh bien, on ne peut pas définir ça comme ça. Par contre, pour un corps homogène, c'est-à-dire qu'il y a la même masse volumique en tout point de l'espace, alors il suffit simplement de la calculer de la manière suivante. Alors, les ordres de grandeur de masse volumique à connaître, si vous faites des applications numériques, c'est important de voir si c'est réaliste. Eh bien, pour les liquides courants, vous voyez que ce soit l'éthanol, l'huile d'olive, l'eau pure, l'acide éthanoïque, l'ordre de grandeur, c'est 1000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 1 kg par litre. Alors, ça peut être un petit peu moins, dans le cas de corps un peu moins dense que l'eau, mais vous avez ceci. Et pour ce qui est des solides, eh bien, vous avez les aciers, l'aluminium, le cuivre. Alors, pour les solides, vous voyez qu'on peut avoir des masses volumiques relativement différentes. C'est bien plus dense que les liquides en général. Hein. Donc, c'est plutôt de l'ordre de grandeur entre 5 et 10, entre 5 et 10 tonnes par mètre cube. Voilà, autrement dit, 7 à 8 kg par litre. Pour les aciers, pour l'aluminium qui est plus léger, c'est ça.
Et en fait, là, j'ai mis le mercure. Bon, c'est un liquide aussi, mais c'est un métal liquide. Alors, j'ai mis sa valeur, c'est pas qu'elle est particulièrement importante en soi, mais elle est remarquable parce que en fait, c'est le corps le plus lourd hein, du tableau périodique des éléments, le corps le plus dense, plus exactement, puisque vous voyez qu'un litre de mercure pèse en fait 13 kg, contrairement à un litre d'eau qui pèse 1 kg. Voilà, donc c'est un liquide très dense, le mercure. Alors, je vous propose de passer sur une nouvelle vidéo pour que le fichier ne soit pas trop lourd. Voilà, et je vais faire la suite après.